Salut, c'est Gladouane. Je suis multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde, médaillée d'or et d'argent au jeu de la francophonie. Ça, c'était au Liban. Et aujourd'hui, tu le sais, je suis coach et thérapeute. J'accompagne ceux qui traversent un mal-être après la carrière de sportif de haut niveau, qui se sentent seuls et perdus. C'est la raison pour laquelle ce podcast existe, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le suivre parce qu'il vous fait du bien. Et je ne veux pas vous mentir, il me fait du bien à moi aussi, notamment quand je rencontre un expert, notre expert chouchou, celui qu'on le retrouve régulièrement dans The Gladouane Podcast. Il s'agit de Roméo Cornal. Bonjour Roméo. Bonsoir Vanessa. Et bonjour à toutes et à tous, à tous les aficionados du podcast The Gladouane. Bon, je le représente, même si vous le savez, il est coach et formateur en neurosciences appliquées. Le podcast, l'épisode précédent, on parlait du syndrome de Noël. Donc j'ai envie de te demander, comment se passent les fêtes de fin d'année pour toi? Eh ben, écoute, les fêtes de fin d'année se passent très, 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 très bien. Je suis dans un pays que j'adore. Je suis dans une ville que j'adore. Et je suis avec des gens que j'adore, puisque je suis avec mes enfants et avec mes amis, avec toi, avec d'autres. Et c'est génial, ouais. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel parce que d'habitude le podcast se fait en distanciel, mais aujourd'hui nous sommes à Dubaï, bébé. Ah bébé, welcome to Dubaï. Oui, on avait envie de commencer cette année avec une nouvelle façon, une nouvelle approche. Alors évidemment, tous les podcasts ne seront pas en présentiel, mais j'avais envie de vous donner de l'espoir, j'avais envie d'aborder les choses différemment. Et le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un sujet important qui me tient à cœur et qu'il faut embrasser. Si vous êtes encore là avec nous, vous avez bien raison, parce que cet épisode devrait changer votre vie. Normalement, oui. Normalement, oui. Parce que, en fait, quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est que précisément, on est en train de changer de vie. C'est précisément ça. Alors, tu vois, on parle de Dubaï et j'ai traversé moi-même tellement d'états émotionnels au moment de mon installation. C'est particulier. Si vous ne connaissez pas Dubaï, je sais que tout le monde n'apprécie pas Dubaï, mais c'est pas la question finalement. Pour savoir si on aime ou pas Dubaï, je crois qu'il faut expérimenter Dubaï. Et c'est vraiment le mot. J'ai pas dit visiter, j'ai pas dit découvrir, j'ai dit expérimenter Dubaï, parce que Dubaï c'est une expérience en soi. Clairement. Et quand on visite les autres villes des Émirats, on se rend bien compte que Dubaï est Dubaï. Dubaï et les Émirats, c'est encore plus complexe. Donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, comme tu dis. Et il faut être très clair. Les personnes qui ne sont pas venues à Dubaï ne savent pas ce qu'est Dubaï. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Très clairement. Si vous n'êtes pas venu, si vous n'êtes pas venu, voilà. C'est comme parler de parentalité à des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est comme parler de mariage à des gens qui ne sont pas mariés. Tu sais pas ce que c'est, point barre. Ou comme parler de sport de niveau à des gens qui n'ont pas été sportifs très clairement. Voilà. Tu ne sais pas ce que c'est et tu ne sauras pas ce que c'est tant que tu n'auras pas vécu. Donc voilà, tu peux avoir un avis. Le gros avantage, c'est que en fait, tu es certain que ton avis est faux. Donc tout va bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'avoir ce genre de certitude-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de certitude, mais dans le cas où on n'a pas expérimenté certaines choses, on a au moins la certitude que son avis est faux. Bon, on va faire tout simple. Si vous n'avez pas goûté une tomate, vous pouvez pas me dire je n'aime pas la tomate. Ouais, clairement. On va faire un terre à terre. Donc c'est difficile de dire je n'aime pas Dubaï parce que machin m'a dit que, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, on débute l'année en trompe parce que c'est une année olympique. On va pas faire les choses à moitié. Franchement, on va pas se la jouer. Petit garçon, on va y aller franchement, on va y aller franco, et effectivement, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, merci de t'être déplacé. D'avoir débarqué. Oui. Non, mais le mec a dit qu'en fait, je suis débarqué dans son pays. Très bien. Ok, mais on va faire ça. On débarque les gens. On n'a pas de problème avec le fait de Merci d'avoir débarqué, c'est sympa. Et merci à vous autres internautes de débarquer chez moi à Dubaï, c'est sympa. Vous avez compris, c'est écrit là. The boss, it's me. Pas de problème. Le syndrome de l'imposteur, puisqu'on y revient, se caractérise par le sentiment persistant et invalidant d'être un imposteur. Malgré des preuves évidentes de compétences et de réussite, les personnes touchées par ce phénomène ont tendance à attribuer leur réussite à la chance plutôt qu'à leurs compétences et craignent constamment d'être exposées comme des fraudeurs. En fait, finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe. Ça, c'est la théorie, mais dans la viande, on le vit
différemment? Alors, dans la viande, en fait, justement, je trouve que Quand je dis la viande, je parle de neurosciences. Donc oui, on parle de la biologie, on parle de la matière, on parle de la viande, on parle de boucherie charcuterie, tu vois. mais non, pour mais les entiers, ils ont posté au boudin. Je le dis tout de suite. mais j'y ai pensé. Et l'idée, c'est que, tu vois, on parle de mériter. Et c'est pour ça que mon premier discours, mon premier propos là-dessus, c'est que précisément, le syndrome de l'imposteur est en fait une chose qui est souhaitable et qui est bienvenue. On vous a dit, vous allez changer de vie. Hein. Bienvenue en 2024. Très clairement. Les choses vont changer à partir de maintenant. Tu es en train de nous dire, je répète, hein, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'ils ont bien entendu? Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue au syndrome de l'imposteur. Ouais. Pourquoi tu te positionnes, pourquoi tu as cette posture face au syndrome de l'imposteur? Parce que presque partout, on te dit, surtout, refuse ce syndrome. Ben, enfin, presque partout où les gens ont la bêtise de faire du développement personnel. Parce que le problème, c'est que, tu sais, la science se fout complètement de ce que tu penses d'elle. La nature se fout complètement de ce que tu penses d'elle. Le syndrome de l'imposteur, on l'a nommé comme ça et on l'a connoté désagréablement comme ça, mais le fait est que c'est un phénomène naturel. Puisqu'on parle de sentiments, en fait, on parle donc de neurochimie. On parle particulièrement de noradrénaline. Tu sais, la noradrénaline, c'est de norépinéphrine. Adrénaline est un nom commercial. Donc, de norépinéphrine. Et ce neurotransmetteur qui agit comme une hormone, en fait, et c'est ce qui nous révèle le scrupule, ce qui nous révèle finalement le doute, et finalement, c'est ce qui met de l'équilibre, en fait, dans nos vies. Alors, je suppose que les personnes qui entendent parler de scrupules et de doute ont plutôt l'habitude d'entendre le discours à la con qui dit qu'il faut se débarrasser du doute. D'ailleurs, si vous ne savez pas, dans les épisodes juste précédents, je dirais que c'est 2 épisodes avant, j'ai un podcast où je suis toute seule qui dit supprime le doute de ta vie. Ouais. Bien sûr, quand tu vas chercher, c'est de l'ironie, voire même de la colère. Hein, parce que supprimer le doute de sa vie, déjà, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est contre nature, ce n'est pas souhaitable, c'est une immense connerie. Parce que je vous rappelle, hein, on génère un sentiment avant d'en en prendre conscience. Ah oui, forcément. Ah oui, dans le système limbique, c'est générer le sentiment avant que l'information arrive dans le néocortex. Donc, finalement, à refuser quelque chose, vous vous faites souffrir et vous vous faites culpabiliser. Donc, simplement de reconnaître, d'observer que ça arrive et que même si je sais que c'est difficile à entendre, c'est bénéfique. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est bénéfique, c'est souhaitable, absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est ce qui nous donne en vrai l'équilibre, en fait. Puisque on va faire effectivement quelque chose. On s'apprête à, je sais pas, je prépare un championnat, machin, n'importe quoi. Je prépare un cours, enfin moi je suis plutôt dans les cours et dans les conférences. Je vais passer à un stade supérieur. D'accord? Je passe du niveau N au niveau N+1. Forcément, ce niveau N+1 étant nouveau, il est stressant pour mon système. D'accord? Et comme mon système, il est là pour me maintenir en vie, ça fait 40 ans que je vis au niveau N et tout d'un coup, et je suis vivant. Donc, l'homéostasie de mon système me dit, si tu veux rester vivant demain, bah, fais comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui tu es vivant. C'est le rôle de ton cerveau. Hein. Tout simplement. Si tu ne sais pas, c'est le rôle de ton cerveau. Ton cerveau est là pour te maintenir en vie. C'est-à-dire que il se dit que jusque-là, tu as envie, si tu es en train de nous écouter, jusqu'à preuve du contraire, c'est que tu es vivant. Qui prouve bien qu'en plus, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Donc, il va se dire, pourquoi je vais changer quelque chose, puisque jusque-là, j'ai réussi ma mission, mec. Je ne me mets pas en danger. Et ça revient à un épisode qu'on a fait ensemble sur le sentiment de sécurité. Ouais, clairement. C'est là aussi où ça se joue. C'est complètement là que ça se joue. Parce que l'idée, c'est que au niveau N, je suis confortable. D'accord? Mon système se sent en sécurité, même si je me sens mal dans ce niveau, parce que ça peut être douloureux, ça peut être même violent, etc. Mais si je le vis tous les jours, c'est que mon système nerveux, lui, il est OK avec ça. D'accord? Le système nerveux sait gérer la douleur, sait gérer la douleur et le plaisir. Ce que le système nerveux ne sait pas gérer, c'est la mort. D'accord? Donc, l'idée, c'est que si je suis au niveau N et que tout d'un coup, je veux passer au niveau N+1, d'accord? Ou je veux simplement changer, je passe du niveau N à O, par exemple, ou même à B. L'idée, c'est que dès que je mets en place un changement, il est sain, il est naturel, il est souhaitable que le système nerveux, justement, provoque chez moi le doute. Pourquoi? Parce que je dois
aller chercher un sentiment de sécurité, on en a parlé, mais l'idée du syndrome de l'imposteur, il va plus loin que ça. Parce que tu as bien dit que les personnes, malgré des preuves évidentes. Oui, évidentes. Évidentes. Et donc, ce que ça remet en cause, le syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça que c'est très, très bon signe. C'est une bonne nouvelle du point de vue où je le regarde, ce syndrome. C'est que, justement, je suis en train de toucher à une zone d'excellence. Et alors, c'est pas particulier de dire ça à des sportifs, mais ça reste quand même vrai. L'excellence en neurosciences s'oppose à la performance. Ah oui. Beaucoup pensent que... C'est très étrange, en effet, pour les sportifs. Beaucoup pensent que l'excellence, c'est le paroxysme de la performance. C'est complètement faux. En neurosciences, c'est pas comme ça que ça se passe. Neurologiquement, l'excellence est l'exact inverse de la performance. Pourquoi? Parce que la performance est le fruit du plus gros effort, là où l'excellence est le fruit du moindre effort. De l'efficience. De l'efficience. Cette efficience, elle est portée par un phénomène très particulier que l'on appelle la pratique délibérée. D'accord? Si prenons des exemples sportifs. Tiger Woods est connu pour être capable de passer 18 heures dans une seule journée qui en compte 24 sur un cours de golf. Tu penses bien que si quelqu'un passe 18 heures sur un cours de golf, c'est qu'on lui a pas demandé. Non, et puis lui, j'ai envie de dire, il s'est construit comme ça parce qu'il est arrivé sur des greens à un âge tellement minot, j'ai envie de dire, donc son identité s'est construite avec le golf. Le golf s'est construit avec son identité. Je veux dire, c'est même pas dissociable, je pense, pour Tiger Woods. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si tu dis golf, tout le monde pense Tiger Woods. Je pense que je mets pas très en danger ma main, tu vois. Si je mets ma main à couper, clairement. Le premier nom. Clairement. Alors, il y a Céline en ce moment au golf féminin qui est en train de tout d'exploser puisqu'elle vient de gagner un grand majeur, mais en dehors de la zone sphère française, Tiger Woods, c'est quand même de l'international. C'est du génie, tu parlais de génie. Mais clairement, tout comme quand on dit basket, on pense Jordan, forcément. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'excellence vient d'où? L'excellence vient, et c'est pour ça que neurologiquement c'est complètement différent, parce que l'excellence va venir d'une pratique qui est donc délibérée et qui va générer dans le système nerveux des hormones et des neurotransmetteurs qui sont totalement agréables. On va parler de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, de vasopressine. Lorsqu'on est dans la performance, lorsqu'on est dans l'effort, on parle d'hormones surrénales. D'accord. Ce qui n'est pas du tout, en fait, la même chose. Non. C'est même l'inverse, en fait. C'est plutôt désagréable. C'est plutôt désagréable et c'est pour ça qu'on ne peut pas tenir dans la durée. C'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que des performants seront de toute façon moins bons que des excellents. D'accord? On ne peut pas avoir les niveaux, d'ailleurs, il y a qu'à le voir, hein. Quand tu regardes le sport, les résultats de certains sportifs, les stats de certains sportifs aujourd'hui et les stats des plus grands sportifs d'il y a 20 ans, c'est juste pas les mêmes. Je veux dire, tu prends les stats de Kylian Mbappé, de Cristiano, et tu prends les stats de Michel Platini, il y a un gap qui est quand même énorme, en fait. Et ça, c'est dû... Alors, Michel Platini, légende, hein, on est d'accord. Sauf que les légendes aujourd'hui ont des résultats qui ne sont pas ceux des légendes d'hier, tout à fait. En vrai. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le gros apport dans le sport de haut niveau, ça a été la préparation mentale. C'est ça l'idée. Complètement. Et la préparation mentale a été... Il y a aussi l'apport de la préparation physique aussi, qui n'était pas vu de la même façon, notamment dans les sports collectifs. Il y a un vrai ajout avec... On va se brosser, avec un vrai... beaucoup de coachs qui viennent de l'athlé, donc l'athlétisme avec un vrai travail de pied, un travail de course. Donc c'est vrai qu'il y a eu un apport... Au-delà du talent, on va pas remettre le talent en cause, il ne s'agit pas de ça, mais il y a vraiment un apprentissage supplémentaire. Il y a vraiment ça, et la combinaison des deux, justement, les apports en matière de préparation physique et de préparation mentale ont pour tronc commun, justement, les découvertes récentes en neurosciences. D'accord? On comprend maintenant comment fonctionne un système nerveux, et on sait pourquoi certaines personnes sont excellentes, on sait pourquoi tu en as qui arrivent, ils débarquent, et puis... Je suis champion, les gars. Ah bon? Comment j'ai fait? L'idée, je crois que c'est quelque chose que tu as vécu. Et l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que lorsqu'un système nerveux se sent en sécurité, il va vers. Il n'y a pas 36 comportements possibles, il y en a un seul. C'est aller vers. Et l'idée, c'est que si j'en arrive justement à une pratique délibérée, ça vaut pour le sport et ça vaut pour tout, hein. Si j'en arrive à une pratique délibérée, si j'en arrive justement à quelque chose qui dit qui je suis, c'est-à-dire que lorsque Tiger Woods est sur
est sur un cours sur un green, il n'est pas en train de s'entraîner, il est en train de vivre. Et ça, il y a une différence, hein, c'est pas que de la rhétorique. Tout comme moi, quand je suis sur un stage ou quand je suis devant un amphithéâtre, je ne suis pas en train d'enseigner, je suis en train de vivre. Je suis en train de réaliser qui je suis. Je suis en train de me montrer au monde tel que je suis. Je ne peux pas être fatigué d'être qui je suis. Tu peux pas être fatigué de respirer. Non, je ne peux pas. J'ai jamais été fatigué de respirer. C'est naturel chez toi. Absolument. Et ça, encore chez une nous fois, tous, hein, respirer, oui. C'est la réalisation de soi, en vrai. Lorsque Mozart passait 5 heures par jour devant un piano, bah, il était juste en train de vivre, quoi, en fait, comme moi je respire, lui joue au piano. Oui, parce que, soyons honnêtes, on peut pas demander à un enfant jamais. Mais même un adulte. 6 heures. Mais surtout pas un adulte, d'ailleurs. Encore moins un adulte. De dire, tous les jours, tu vas t'entraîner 12 heures, 10 heures, ça. Alors, ça peut arriver hein, que des parents obligent, mais dans ces cas-là, on parle bien de maltraitance. C'est de la maltraitance et c'est précisément pour ça que la vraie stupidité, en fait, de ce genre de message, de ce genre de rhétorique, c'est qu'en fait, elle est contre nature. Si on parle de syndrome de l'imposteur, si on se sent un imposteur, c'est parce que précisément on est en train de faire facilement ce que d'autres finalement peinent à faire. Mais ça, j'appelle ça la virtuosité. C'est la définition même de la virtuosité. Un virtuose, c'est quelqu'un qui arrive à faire très facilement ce que la plupart n'arriveraient pas à faire, même au prix de gros efforts. Tu sais, je vais te donner un exemple qui m'est très proche. Je suis violoniste à la retraite. Oui, j'ai plusieurs vies. On ne va pas faire la liste de tout ce que ce monsieur sait faire, sinon le podcast sera consacré à ce monsieur. Mais nous, on a envie de savoir hein, par rapport au syndrome de l'imposteur. J'ai eu la chance, l'honneur et le privilège d'avoir pour premier prof de violon un certain Paul Calonne. Feu Paul Calonne, paix à son âme, qui est d'ailleurs le prof d'une formation de violonistes extraordinaires, qui sont les Malavois. Et en fait, il m'expliquait que quand il était jeune, il jouait au foot. Il était passionné de foot. Il était passionné de violon et de foot. Et l'idée, c'est que il jouait en club régional en semi-pro en Martinique, au club colonial, me semble-t-il. Et en fait, il me disait qu'après après les entraînements, donc il allait à l'entraînement, il ratait jamais ses entraînements, mais après les entraînements, il restait sur le terrain et pendant 1 heure, il tirait les coups francs. Sauf qu'il visait le poteau. Oui. Donc, il est tout seul sur un stade qui n'est plus éclairé, qui est éclairé par la lumière de la lune, si tu veux. Et lui, il tire des coups francs en visant les poteaux. Et le mec a fait ça pendant des années. Il travaille sa précision. Il travaille sa précision. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il en a envie. Parce qu'il en a totalement envie. Et pourquoi il le refait? Parce qu'il en a presque besoin. Absolument. C'est ça l'idée. C'est pourquoi il le refait. Et pourquoi il le fait pendant des années et des années et des années? Alors qu'il est pas devenu footballeur professionnel, il a fait que du semi-pro. Il est devenu violoniste professionnel, premier prix du conservatoire en violon et en piano. Et il a justement été connu pour sa précision, parce qu'il est obsessionnel de la précision. Je crois qu'au violon, c'est très connu. Oui, il vaut mieux. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour lui, et j'ai bien dit une obsession, et donc une addiction, et donc une charge dopaminergique très forte associée en fait à l'acte. Donc forcément, si c'est associé à l'acte, c'est-à-dire que l'envie vient de moi, l'envie ne peut pas venir de l'extérieur. Personne d'autre ne peut me dire, après l'entraînement, tu vas rester pendant 1 heure à tirer des coups francs et à viser les poteaux. Personne ne va me dire, écoute, tu vas passer 18 heures sur un cours de golf dans une journée qui en compte 24. Non les gars, faut arrêter. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un affronte le syndrome de l'imposteur, il est en train de toucher en fait à une zone d'excellence, mais cette zone d'excellence entre en conflit avec les croyances. Avec les croyances, mais pire que ça, avec l'éducation, avec le trauma neurologique de l'éducation. L'éducation est un trauma neurologique. Les messages contraignants, absolument. Et les conditionnements socio-éducatifs et culturels. Messages contraignants, sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts. Sois parfait, montre ta conformation, cache ta créativité. Sois fort, montre-toi menaçant, cache ta vulnérabilité. Dépêche-toi, montre ton anxiété, cache ta sérénité. Fais plaisir, montre que tu fais pour l'autre, cache ton autosatisfaction. Et le pire de tous, l'anneau pour les gouverner tous, fais des efforts. Fais des efforts, montre que tu peines, cache ton excellence, cache ton potentiel.
Et c'est précisément la raison pour laquelle, justement, quand on a parlé de l'évolution des résultats sportifs, je ne peux pas m'empêcher d'y voir précisément l'apport de mes collègues neuroscientifiques dans le sport de haut niveau et dans la préparation mentale, dans les stratégies neuronales qui sont mises en place pour justement créer une personnalité de champion. Une personnalité, c'est très important le mot qu'il vient d'employer, parce qu'une personnalité crée notre réalité personnelle. Notre expérience de vie. Donc finalement, en parlant de personnalité, on parle aussi d'identité. Et il s'agit de ça quand on parle de syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est le fait de changer de personnalité, d'identité qui est inconfortable, qui est désagréable et qu'à la limite, on voudrait presque fuir. Mais on veut le fuir parce qu'on nous a appris à vouloir le fuir. On veut le fuir parce que justement, les conditionnements socio-éducatifs et culturels nous amènent à le fuir en vrai. Alors qu'en réalité, et puis des messages un peu stupides aussi, un peu gogo spirituel à la con, tu sais, New Age, machin, tout ça, où on parle d'émotions négatives. Alors, alors ici, bienvenue. Nous ne parlons pas d'émotions négatives, mais bien d'émotions désagréables et agréables, parce que toutes les émotions, je dis bien toutes les émotions sont importantes. Elles ont besoin d'être entendues par vous et par les autres. Et donc, pour être entendues par les autres, il faut les exprimer et les accueillir. Avant de les exprimer, il faut les accueillir. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sujet très important pour nous, le fait de parler de ce sentiment désagréable et de ce passage désagréable, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un passage désagréable, mais important. Nécessaire même, nécessaire, absolument nécessaire, parce qu'encore une fois, si je ressens ce syndrome de l'imposteur, c'est que je suis en train de level up. Je suis en train d'upgrader, en fait. Je suis en train de devenir meilleur. Je suis en train de passer de N à N+1. Et donc, mon système est en train de me dire, OK, si tu veux passer de N à N+1, il faut que tu deviennes quelqu'un qui est en sécurité, qui se sent en sécurité, parce que tu ne seras jamais en sécurité, mais qui se sent en sécurité et qui se sent innocent de monter à N+1. Tu as bien dit que finalement, le syndrome de l'imposteur, en fait, se ramène à la culpabilité. Tout à fait. Je me sens coupable d'y arriver aussi facilement. C'est dommage. Parce que précisément, mais dans le même temps, si ça arrive, c'est que justement, ton système est en train de te dire, tu n'es pas la personne qu'il faut. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu le deviennes. Au contraire, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes quelqu'un pour qui il est naturel d'être à N+1. En plus, tu me rappelles une histoire, quand j'ai débuté en télé, c'est exactement ce que je me disais. Je disais, mais je comprends pas pourquoi c'est difficile pour les gens, tu sais, de passer à la télé. Il y a plein de gens qui regardent et moi, je dis, c'est normal. Et je me suis dit, s'ils savaient à quel point, mais ça va loin, s'ils savaient à quel point j'étais OK et facile avec le fait de passer à la télé, je suis pas sûre qu'ils me paieraient pour ça. Et je me disais, mais vous vous rendez compte, on est en train de me payer pour un truc que j'aurais fait tous les jours, facile, tranquille. Limite, j'étais plus à l'aise de ne pas être payée que d'être payée pour ça. Alors, je comprends maintenant pourquoi tu parles de syndrome de l'imposteur et que tu l'as traversé, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est exactement ce que tu illustres. C'est-à-dire que tu t'es senti justement comme un imposteur parce que c'est tellement facile pour toi. En réalité, remarque bien que le marché du travail, dans tous les domaines confondus, dans tous les domaines du monde, un virtuose coûte immensément plus cher qu'un performant. J'aurais dû demander et en plus, et en plus, non seulement il coûte plus cher, mais tu as remarqué que personne ne discute le prix. Tout à fait. On ne négocie pas avec un virtuose. Tu as les moyens, tu payes. Tu n'as pas les moyens, tu payes pas. Simplement. À la limite, j'ai envie de dire, il faut encore en plus embrasser son syndrome de l'imposteur, parce que une fois qu'on accepte d'être un virtuose, on peut honnêtement mettre un chiffre sur la table. Parce que c'est se fourvoyer. À ce moment-là, bon, je vais pas, j'ai très bien gagné ma vie en tant que journaliste, je ne reviens pas sur le sujet, mais je me serais peut-être vue différemment si j'avais accepté à ce moment-là de simplement me sentir en insécurité, me sentir dans une traversée désagréable, et que si j'avais complètement accepté le tout, j'aurais posé des conditions différentes. Alors, c'est là où c'est important, justement, parce que non seulement tu te serais vu différemment, mais les autres t'auraient vu différemment. Si tu arrives dans ce fameux N+1 et que tu estimes que tu as enseigné à ton système, c'est ce que je fais en tout cas, c'est ce que je préconise, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à faire à leurs patients,
enseigner au système nerveux le sentiment de sécurité, le sentiment d'innocence à être à N+1. C'est d'ailleurs la toute première chose à faire. Hein. Avant de savoir comment tu fais, tu apprends, tu enseignes à ton système. D'ailleurs, justement, tu pourras retrouver ta créativité. Tu pourras être à l'aise avec ta vulnérabilité. Donc, vivre un truc qu'on appelle le bonheur, c'est pas mal, j'aime bien. Dans l'idée, ouais, j'aime bien, ça me dit bien. Tu pourras justement retrouver une certaine sérénité, une satisfaction de toi, et être à l'aise justement pour exprimer ta virtuosité, ton excellence. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que lorsque précisément tu traverses ce moment-là, là, tu as une opportunité immense, en fait. Et lorsque tu imprimes, parce qu'il s'agit vraiment de ça, tu imprimes dans ton système nerveux ce sentiment de sécurité et d'innocence à être à N+1, ô magie, ô miracle, tout le monde autour de toi est d'accord. En tout cas, personne ne va... C'est ce qu'on dit du fait d'être aligné. C'est complètement ça. Et tu es tellement aligné, et ça aussi, c'est des questions qui sont physiologiques. Hein. Ce qui émane en fait de toi, de tes membranes, de tes tissus conjonctifs, en fait, les autres le reçoivent. Et du coup, là où, si tu entretiens ce syndrome de l'imposteur, tu seras jugé, tu seras condamné, tu seras mal reçu par les gens qui habitent déjà N+1. D'accord ? Mais si précisément tu écoutes ce syndrome de l'imposteur et tu te dis, ah tiens, ok, il faut que je devienne quelqu'un pour qui c'est naturel, donc d'habiter N+1, une fois que j'ai enseigné à mon système nerveux la sécurité et l'innocence, cette sécurité et cette innocence émanent de mes tissus, émanent vraiment de mes tissus conjonctifs, émanent de tous les pores de ma peau. Et lorsque je suis en présence de personnes qui sont à N+1, elles me reconnaissent comme faisant partie des leurs. C'est important le sentiment d'appartenance parce que l'humain étant un animal social, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Donc c'est peut-être en ça que la transition, j'ai envie de dire la traversée est désagréable parce qu'on n'est plus dans un groupe, on ne se reconnaît plus dans le monde des sportifs de niveau, mais on n'a toujours pas terminé le chemin jusqu'au N+1 dont tu parles. Et la traversée est désagréable. Donc à la limite, l'accepter, c'est aussi accélérer le processus. Parce que le refuser, c'est souffrir, puisque c'est être subi cet état, voire mettre les pieds en avant en disant je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et quand quelque chose est refusé, subi, il est douloureux, il fait souffrir. Alors que finalement, on se dit ok, je suis comme ça, c'est ce vers quoi je tends, je vais y aller. De toute façon, j'ai les compétences. A priori, si j'étais embauché pour ça, c'est que le mec il m'aime bien, j'entends. Hein, il m'aime bien, j'entends, mais je pense qu'il veut pas faire couler sa boîte non plus. Normalement. Donc, aller accepter tout ça et aller jusqu'au N+1, l'incarner complètement et le croire dans sa chair, c'est accélérer le processus, quoi, j'ai envie de dire. Complètement. D'ailleurs, ce qu'on appelle résister, ce qu'on appelle souffrir d'ailleurs, c'est la résistance à l'émotion. Ouais, c'est résister. En fait, là, il y a une douleur émotionnelle, il y a une souffrance émotionnelle. D'ailleurs, les sportifs le verront tout de suite, hein. Quand tu t'entraînes, tu as une douleur, tu as mal au bras, tu as du lactique, tu as de la douleur, peut-être mentale parfois, mais tu ne souffres pas parce que c'est une douleur choisie délibérément. Et elle a même quelque chose de j'allais dire narcotique, d'addictif. C'est vrai, parce que le lendemain, quand tu te réveilles et que tu as des courbatures, généralement tu dis j'ai bien bossé. Ouais, c'est vrai, ça a quelque chose d'addictif. C'est vrai. De compulsif même, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de la dire. preuve, je pense que pour y retourner, parce que voilà, biologiquement, lorsqu'on sollicite son corps à un tel niveau, forcément on crée de l'acidité qui va justement créer des suite en tout cas aux micro-déchirures que l'on va provoquer. Ces micro-déchirures seront justement compensées dans des phases de repos et de récupération. Et du coup, le corps étant antifragile, il va devenir encore plus capable de. C'est le principe même de l'antifragilité. Donc, ça veut dire que je m'expose à un stress qui sont dans les limites de mes capacités adaptatives. Je me repose et lorsque je reprends l'activité, en fait, mon corps est à même de supporter un stress encore plus grand. Mais c'est pareil pour le corps, c'est aussi pareil pour le mental, c'est aussi pareil pour les émotions. Lorsque j'ai vécu justement quelque chose, plus je traverse un syndrome de l'imposteur pour passer de U17 à régional. Ok, je traverse un syndrome de l'imposteur pour passer de régional à l'équipe nationale. Je traverse mon syndrome de l'imposteur, mais ce sera plus facile pour moi de traverser le syndrome de l'imposteur lorsqu'il va
s'agir de passer du championnat à la Champions League, ou à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Tu vois l'idée? Donc, plus, en fait, je m'entraîne à accueillir en conscience et en gratitude ce syndrome de l'imposteur, plus je suis en capacité d'accélérer, comme tu dis, le processus et d'avancer beaucoup plus rapidement dans ma carrière, dans ma vie, tout simplement. On va prendre un exemple très concret, hein. Chez les jeunes, les meilleurs, on va dire, chez les jeunes, sont très vite propulsés chez les seniors, même s'ils ne jouent pas régulièrement avec l'équipe senior, pour accéder très vite à cette sécurité en jouant avec les seniors. On va leur permettre de faire l'aller-retour parce que c'est en se confrontant à cette réalité avec les seniors qu'on y accède. Ça devient notre réalité. Au départ, j'imagine que la première fois que Kylian Mbappé, il a beau être Kylian Mbappé, la première fois qu'il s'est pointé dans l'équipe senior et qu'il a vu tous les mecs dont il était fan à côté de lui dans les vestiaires, ça a dû faire un truc. Il a beau être Kylian Mbappé, ça lui a fait un truc. Parce que quand on quitte le U19 avec qui il a eu de brillants résultats pour passer à l'équipe senior, même Kylian Mbappé a eu ce sentiment, cette nécessité d'adaptation. Et on doit le faire le plus vite possible pour être au niveau, j'ai envie de dire que les gens attendent de nous, mais finalement, que nous-mêmes, on attend de nous. Bah, très clairement. Très, très clairement. Et tu sais, j'ai vu récemment une interview c'était Warren Zaïre-Emery. Et c'est assez curieux parce qu'il avait la même attitude et finalement il a donné des réponses quasi similaires à celles qu'a donné Yamin Lamal pour sa sélection au Barça. Alors 16 ans, tu imagines 16 ans tu joues au Barça, 16 ans tu joues en Champions League. Alors déjà de 1, il faut avoir un certain niveau de considération pour soi-même pour y arriver. Très clairement, tu n'arrives pas en imposteur. Hein. Tu n'arrives pas en Champions League en imposteur. Avant peut-être, mais pas pendant. Il ne vaut mieux pas. Hein, il vaut mieux pas. Effectivement, il vaut mieux pas. Mais qu'on l'ait traversé avant, c'est normal. Parce que pourquoi tous mes copains, j'ai 15 ans, tu imagines, je suis en Champions League et mes potes qui sont en U17, ils jouent en U17, ils jouent pas en Champions League. Donc forcément, il y a un truc où tu te dis ouais. Et encore une fois, c'est sain. Ton système est en train de te dire Jabin, deviens quelqu'un. Tu as intérêt à devenir quelqu'un pour qui c'est normal, donc c'est sécure et innocent d'évoluer en Champions League, parce qu'autrement, tu restes une personnalité de U17, et une personnalité de U17 en Champions League, ça ne passe pas. Ah non, ça passe pas du tout. Et donc, c'est puisque un sportif de haut niveau, un ancien sportif de haut niveau doit changer d'identité. Alors, on a le sentiment que ça concerne particulièrement les anciens sportifs de haut niveau, mais j'ai des chiffres qui vont vous montrer qu'en fait, ça concerne 70% de la population, hommes, femmes confondus, qui ont ressenti ce phénomène au moins une fois dans leur vie. Et ça, c'est pas une étude récente, hein. Elle date de 1978. Elle a été faite par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Immens. Donc, c'est elles qui ont introduit le syndrome de l'imposteur. Et leurs recherches, les psychologues, elles ont suggéré 70% de la population. Donc, finalement, arrêtons de nous culpabiliser, puisqu'on a le sentiment de se dire, mon Dieu, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, pourvu que personne ne sache que je suis en train de ressentir ce phénomène-là. Au contraire, à la limite, vaut mieux en parler. Hein. Alors, écoute, moi, je suis très bien placé pour le dire parce que je partageais justement avec toi récemment que le plus grand imposteur que tu as pu connaître, c'est certainement moi. Je suis arrivé effectivement à faire des cours et même à créer des cours niveau post-doc, alors que je suis pas docteur. On parle bien de docteur en médecine. Hein. On parle bien de docteur en médecine. Je suis neuroscientifique, mais je suis pas médecin, Dieu merci. Et jusqu'à présent, ce groupe d'un demi-millier quand même de médecins, ça fait 3 ans que ça dure, continue à me solliciter. Et effectivement, il m'est arrivé de donner des cours sur des choses que j'ai découvertes. Alors heureusement, parce que les découvertes de la science vont très vite. Il y a des choses qui ne sont toujours pas enseignées à l'université, la neurocardiologie. J'ai fait des cours, par exemple, hein, je parle de la neurocardiologie, mais il y en a tellement d'autres. Il m'est arrivé de faire des cours. Il y a des neurones dans le cœur. Mais oui, il y en a, et c'est très important. Il m'est arrivé de faire des cours sur des matières que j'ai découvertes le mois d'avant, ou même 2 jours avant. Très, très clairement. J'ai aucun souci avec ça. Je suis très, très à l'aise avec ça. Et l'idée, c'est que c'est vrai que pour moi, c'est facile. C'est vrai. C'est vrai que ma virtuosité, c'est la pédagogie. Bon, merci papa. Je crois que j'ai ça dans les gènes. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
tu vois, à force de l'avoir traversé, de l'avoir intégré, de l'avoir compris, je suis plutôt, comment je vais dire ça, je suis plutôt rassuré lorsque il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, Roméo, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Et là, je me dis, ok, là, je suis vivant, là, je suis encore sain mentalement, là, je ne relève pas de la psychiatrie. Et à partir de ce moment-là, là, je sais que j'ai ma zone de génie et je vais proposer effectivement à mes étudiants des choses qui sont justement géniales, des choses qui sont de l'ordre de la virtuosité et ça ne rate pas. Ça me fait penser à la phrase qui dit « Seuls les fous pensent qu'ils ne sont pas fous ». Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me fait penser à cette phrase. Si on ne reconnaît pas ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui va se passer? Si on refuse, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ben, si on se dit, si on fait ce que prône le développement personnel et que on combat en fait finalement ce sentiment, eh ben on fait ce qu'on appelle un trauma. Un trauma, c'est la répression de la charge, de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Une expérience, c'est une charge émotionnelle associée à un événement, d'accord? Donc, si je ressens ce sentiment et que j'essaie de me convaincre par de la PNL, par de n'importe quoi. Alors, je suis pas en train de poser un discrédit sur l'outil, d'accord? Faire très attention, hein. Quand vous écoutez Roméo Cournal, il faut mettre de côté votre connerie, il faut vraiment sortir le maximum de complexité cognitive. Je ne suis pas en train de parler de l'outil, je suis en train de parler de l'utilisation que l'on fait de l'outil. Donc, je peux mettre un tas de motivation, de PNL, d'hypnose, d'auto-hypnose, de n'importe quoi sur cette démarche-là. Ma démarche sera viciée, ma démarche sera préjudiciable pour moi-même et surtout pour les autres. Et l'idée, c'est que lorsque je ressens en fait ça, si je me convainc que non, je suis pas un imposteur, non, je ne suis pas un imposteur, parce que c'est pas bien d'être un imposteur, d'accord? Ah oui, en fait, l'idée, c'est ça, bien, hein. En fait. On est dans un jugement normatif. C'est pas bien d'être un imposteur. Moi, l'une de mes plus grandes qualités, c'est que je suis un imposteur. Donc, je vis mon imposture en toute sécurité, en toute innocence. Et ça me permet, justement, d'aller peut-être plus vite que d'autres, puisque je passe rapidement, hein, j'accélère le processus, comme tu dis. Mais l'idée, c'est que plus je vais combattre ce syndrome de l'imposteur, plus je vais l'entretenir, puisque je fais grossir ce à quoi j'accorde mon attention. Ça, c'est une loi en physique quantique. Tout à fait. Plus j'observe quelque chose, plus je le fais vivre. Plus je me bats contre mon syndrome de l'imposteur, plus j'ai de chances d'être reconnu finalement par les autres comme étant un imposteur. Alors, je vais demander vraiment aux internautes 3 minutes de très 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 forte concentration. Parce que ça, on vous l'a certainement pas expliqué, sauf si vous êtes un de mes étudiants. Tu sais, la peur d'être reconnu comme un imposteur, la peur d'être démasqué, d'accord? Il y a être démasqué, il y a la peur d'être démasqué. Ok? Donc être démasqué, c'est un comportement, c'est un événement. Bon, ok, je suis démasqué. Et il y a la peur que ça génère. La peur d'être démasqué, la peur d'être reconnu comme un imposteur, va consommer de l'énergie dans mon corps. D'accord? C'est vrai. Cette énergie-là, en fait, qui est consommée pour entretenir ce sentiment, donc cette peur d'être démasqué, en fait, elle n'est pas disponible pour autre chose dans mon corps. Et dans la mesure où l'énergie qui traverse mon corps n'est pas infinie, si un jour je suis simplement fatigué, ou si un jour mon corps a besoin de cette énergie-là, parce qu'il y a un gros stress qui arrive, il y a une échéance, il y a une compétition, parce que je suis malade, j'ai chopé Covid, j'ai chopé la gastro, j'ai chopé un truc, donc mon corps a besoin de surplus d'énergie pour gérer des choses à l'intérieur. En fait, mon corps va donc récupérer l'énergie qui est, parce que c'est pas vital, hein, en fait, va récupérer l'énergie qui est dévolue à la peur d'être démasqué. Et donc, comment est-ce que mon corps va pouvoir récupérer cette énergie à un moment où je n'aurai plus peur d'être démasqué? À quel moment est-ce que je n'ai plus peur d'être démasqué? C'est précisément quand je suis démasqué. Ah oui. Mais oui. C'est fait. C'est fait. Je suis en train de le vivre. C'est désagréable, mais je n'en ai plus peur. Et l'idée, c'est ça. Quand j'ai peur que quelque chose arrive, le moment où je me soulage de cette peur, c'est quand cette chose arrive. Et donc, fatalement, plus j'entretiens ce syndrome de l'imposteur, plus j'ai des chances de faire advenir l'expérience, en tout cas l'événement comme quoi je suis reconnu comme un imposteur. D'accord? Et là où ça va être encore plus débilitant
pour les personnes et encore plus finalement, j'ai envie de dire accusatoire, c'est que en fait les personnes vont se rendre compte, mais pourquoi est-ce que l'autre, lui, il est reconnu et pourquoi moi on m'accuse et pas l'autre? Pourquoi l'autre, parce que moi au moins, allez, je fais un petit effort, mais lui il fout rien. Comment ça se fait que lui il fout rien, il en branle encore moins que moi et personne ne l'accuse et moi on m'accuse? Alors que j'ai donné toutes les garanties que, mais on m'accuse moi parce que je culpabilise, et l'autre on ne l'accuse pas parce qu'il ne culpabilise pas. Tout simplement, il n'entretient pas en fait cette culpabilité, il ne surinvestit pas, il ne surproduit pas de norépinéphrine, et donc il n'émet pas à travers tous les pores de sa peau sa culpabilité. Et donc son cerveau n'a aucune raison de lui donner raison justement d'être un imposteur, puisque l'autre il y croit pas. Moi, je me crois imposteur. Ok, très bien. Donc, du coup, la vie va me donner raison. Pour ne pas devenir fou, mon cerveau a toujours raison. Et l'idée, c'est que l'autre qui se prend pas du tout pour un imposteur et qui trouve ça complètement normal, qui est en toute sécurité, en toute innocence, tout va bien, eh ben lui, on l'accuse pas. Donc, vous comprenez bien que ce sont nos croyances qui créent notre expérience de vie. Toujours. À l'inverse, toutes nos expériences de vie sont créées par nos croyances. Il est impossible, mais j'ai dit que c'est impossible, donc c'est impossible, cherchez pas. Il est impossible d'avoir une expérience de vie qui échappe à son champ de croyances. Il est impossible d'avoir une expérience de vie qui échappe à sa personnalité. Il est impossible de vivre quelque chose que sa personnalité ne permet pas de vivre. De la même manière qu'il est impossible de plonger dans l'eau et de rester sec, il est impossible d'avoir un champ de croyance et de ne pas avoir l'expérience qui va avec. Il est impossible d'avoir une expérience qui ne correspond pas à mon champ de croyance. J'ai envie de poser la question sur la position de la femme par rapport à ce syndrome de l'imposteur. J'imagine qu'avec l'héritage social, la domination masculine, elle est peut-être encore plus touchée par ce phénomène. Oui, encore plus parce que on vit dans une civilisation qui est hautement prométhéenne. Et le rejet du féminin est une composante, mais c'est une composante en fait du prométhéisme. Hein. Donc revoyez le mythe de Prométhée. Le rejet du féminin est vraiment une composante du prométhéisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays, il y a une journée des droits de la femme, parce que le reste de l'année c'est pas naturel. D'accord. Il fallait le rappeler. Ben oui, très clairement. Et l'idée, c'est que forcément, une femme sera certainement plus facilement sujette à ce syndrome de l'imposteur, surtout si elle y arrive facilement et qu'elle y arrive peut-être même mieux que les hommes. C'est fort possible. Une étude a montré d'ailleurs que lorsqu'un homme se voyait proposer un poste, il y accédait facilement. En tout cas, il s'accordait le droit, j'ai envie de dire, d'y accéder naturellement, alors qu'une femme passait toujours par ce sentiment d'imposteur en disant mais non, je sais pas faire, je sais pas ma place, mais peut-être que là aussi il y a une énorme différence. Peut-être que la femme mérite d'évoluer quant à sa position de femme dans la société. Et je parle bien de la femme mérite d'évoluer elle-même. Clairement. Avant de demander aux autres de nous faire de la place. Peut-être que nous aussi, on doit grandir dans notre sentiment de sécurité. Très clairement, parce que si je demande à quelqu'un d'autre d'assurer ma sécurité, ce sera forcément au prix de ma liberté. Et c'est ça en quoi certains, faisons une petite parenthèse sur certains féminismes, je dis bien certains féminismes en fait dévaluent encore plus finalement la femme elle-même, le féminin en soi. C'est-à-dire que si je me dis bon, les hommes sont des méchants, alors déjà c'est des méchants donc il faut les punir, et qu'en plus il faut qu'il y ait un tiers symbolique, donc qui soit le législateur par exemple, qui vienne assurer ma protection en mode super-héros. Donc, on est dans le triangle de Cartman, hein, on est dans le triangle de la persécution. Je suis persécuté par les hommes, il faut qu'un tiers symbolique vienne me protéger, donc je suis déjà, en fait, dans ça, et je maintiens ma posture victimaire. Et puisque je suis victime, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, et donc je ne suis pas responsable non plus de ma guérison. Très clairement. Et l'idée, c'est ça fonctionne dans tous les cas pareils, et c'est la raison pour laquelle, justement, c'est l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles c'est la base qui fait que il y a certainement plus de femmes qui traversent ce sentiment de l'imposteur que des hommes, parce que encore une fois, ce sont les fondements paradigmatiques de notre civilisation. Donc, mesdames, souvenez-vous que lorsque vous ressentez ce sentiment de sécurité,
De un, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. De deux, ça veut dire que vous touchez à votre zone d'excellence. De trois, ça veut dire que la vie vous donne une opportunité de vous émanciper par vous-même, emancipate yourself from mental slavery, disait Bob Marley encore une fois, de vous émanciper par vous-même, sans attendre que quelqu'un d'autre vous dise oui, tu as le droit de, oui, je reconnais que tu es émancipé. S'il faut que je reconnaisse que tu es émancipé, c'est que tu ne l'es pas. C'est que je ne me sens pas émancipée. Mais c'est que tu ne l'es pas. Tout simplement, c'est que tu ne l'es pas, très clairement. Si tu as besoin que quelqu'un te valide, c'est que tu n'es pas émancipé. Si tu as besoin que quelqu'un reconnaisse ton émancipation, tu n'es pas émancipé. Simplement. D'accord. Donc, on a bien compris qu'il ne s'agit pas finalement de guérison du syndrome de l'imposteur, parce que tu as pas employé le mot de guérir tout à l'heure, et ça m'a fait tilt, parce que on a l'impression que c'est quelque chose, je sais que j'enfonce le clou, je sais que vous avez déjà compris, mais il est important que vous l'entendiez correctement jusqu'au bout et dans son entièreté. Il ne s'agit pas de guérir, il s'agit de l'épouser, de l'embrasser. Non, il s'agit de le voir différemment, déjà, très clairement. Parce que moi, je le vois pas comme un syndrome de l'imposteur. Il s'agit de modifier, si tu veux, la charge émotionnelle que l'on a par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait l'appeler autrement? On devrait l'appeler autrement, en fait. On devrait. On gagnerait à l'appeler autrement. On va se pencher sur la question. En fait, moi, ce que j'appelle les personnes à vivre dans un premier temps, c'est, justement, lorsque vous ressentez le syndrome, ce sentiment que l'on appelle le syndrome de l'imposteur, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce qu'encore une fois, vous êtes en train d'évoluer. Encore une fois, vous êtes en train de toucher à votre zone d'excellence. Et encore une fois, vous avez une opportunité incroyable de vous émanciper. C'est plutôt bon signe. Donc, finalement, en ce début d'année 2024, on est sur la bonne voie. En tout cas, si on prend cette direction-là, on est sur la bonne voie. Voilà. On est sur la voie de l'émancipation, on est sur la voie de la réalisation de soi. Et on est sur la voie de ce qu'on appelle le bonheur. C'est sympa, moi j'aime bien. Moi aussi. J'aime bien. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent pas trop, mais j'aime bien. Justement, puisqu'on est au moment des vœux de nouvelle année, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouais, et je vous souhaite d'avoir tort. Tu sais, j'ai compris il y a très longtemps qu'en fait, on avait souvent le choix dans la vie entre être heureux et avoir raison. Et c'est pour ça que s'il y a une activité que je pratique énormément, parce que j'adore ça, c'est avoir tort. Vraiment. Est-ce qu'on peut avoir tort, puisque tu abordes le sujet? Je connais déjà ta réponse, mais il est important qu'on aille sur ce sujet, puisque le syndrome de l'imposteur, vous croyez qu'on s'éloigne du sujet? Pas du tout, puisqu'il s'agit de ça. J'ai tort d'être là, j'ai tort de faire ça. Il s'agit bien d'avoir tort, de ne pas se sentir à sa place. Est-ce qu'on peut donc avoir tort? Et est-ce qu'on peut avoir raison d'avoir tort? En fait, lorsque je dis avoir tort, c'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un d'autre qui me dit que j'ai tort. Le syndrome de l'imposteur n'existe pas chez les enfants chez les initiés. Ça n'existe que chez les personnes qui sont sous le coup de leur éducation, pas sur les personnes qui sont sous le coup d'une initiation. C'est pour ça que ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe plus du tout chez moi, en vrai. Et l'idée, c'est que quand je dis avoir tort, c'est que quand quelqu'un te dit que tu as tort, réjouis-toi. C'est ce que je veux dire par là. Si que ce soit la bienséance ou que ce soit quelqu'un, ta belle-mère sous acide ou ton ex ou tes enfants qui te disent que tu as tort, réjouis-toi. Parce qu'en fait, quand on te dit que tu as tort, on est en train de te dire que tu peux être heureuse. Tu peux être heureux. On en revient finalement au fait de dire non. Apprendre à dire non. Apprendre à décevoir. Complètement. Je dirais presque apprendre à décevoir les autres et parfois nous-mêmes aussi. C'est complètement ça. C'est, tu sais, ce livre de japonais dont j'arrive pas à prononcer le nom. Désolé pour le pléonasme. Qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé. Oui, je l'ai lu. Et je parle même de la joie de ne pas être aimé. C'est extraordinaire. Il y a une joie immense parce que faut bien comprendre que quel que soit l'endroit où on est, il y a forcément des gens que ça dérange. Il y a forcément des gens qui nous diront, et avec fort juste raison, que nous avons tort. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de savoir qui ne t'aime pas, qui ne peut pas t'aimer. C'est extrêmement important parce que ça te balise la route. Tu ne peux pas être aimé des vers de terre si tu es un aigle. Tu ne peux pas être aimé des aigles si tu es un ver de terre.
Donc, forcément, en fonction, regarde les personnes qui ne t'aiment pas et ça te dira qui tu es. Et c'est aussi pour ça que souvent, quand tu donnes ton avis sur un sujet, tu parles toujours du point de vue où tu regardes. Clairement, toujours du point de vue où je regarde. Et très clairement, hein, ça fait partie de la première conférence que je donnerai pour l'année 2024. C'est une conférence publique. Et l'idée, c'est que, tu sais, il y a la loi, j'ai appelé ça la loi de Cournal, parce qu'au départ, bah oui, parce que je me la pète. J'ai bien raison d'ailleurs. Et il est totalement au clair avec ça. Ah, il y en a quoi se la péter, franchement. Et parce que, tu sais, il y a un Schopenhauer qui dit que toutes les idées révolutionnaires passent par en 3 phases. Elles sont d'abord vues par la masse comme étant stupides, puis toujours par la masse comme étant dangereuses, et puis toujours par la masse comme étant évidentes. Et moi, en fait, je viens et je dis que non, vrai, même les idées qui ne sont pas révolutionnaires du tout peuvent être vues, et donc finalement tout ce qu'un être humain peut produire en termes de pensée, et donc d'écrit, de parole, de tout ce que tu veux. Et j'ai bien dit tout. Hein. Tout. Et dans tout, il y a tout. Et il n'y a rien qui ne soit dans tout. Et quand je dis tout, je parle de la science, je parle des religions, je parle de la philosophie, je parle de la politique, et je parle également des propos de comptoir de mon concierge quand il est ivre. Je parle bien de ça. Alors, alors, mon concierge n'est pas ivre parce qu'ici, l'ivresse est interdite. Et je parlais quand j'étais à Paris. Oui. Nous sommes à Dubaï, je le rappelle. Et le concierge va très bien. D'ailleurs, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux et en plus, ils boivent pas d'alcool. Ils boivent pas d'alcool. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est que même ma belle-mère sous acide, en fait, alors, non, je parle pas de ma belle-mère. Je parle pas de ma belle-mère à moi, parce que c'est une femme charmante. Non, c'était une métaphore. On a bien compris que tu parles de on va dire même ta belle-mère sous acide. Voilà, on parle de ta belle-mère. De ta belle-mère à toi. En fait, tout ce qu'elle dit peut être vu d'un point de vue à partir duquel c'est complètement stupide, mais le même propos, au même moment, peut être regardé d'un autre point de vue à partir duquel c'est dangereux. Et ce même propos-là peut être regardé au même moment, à partir d'un autre point de vue, où ce propos est souhaitable. Et en fait, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est simplement l'expérience de vie qui va aller derrière. Lorsque je regarde un propos d'un certain point de vue, j'ai une expérience de vie qui va avec. Je regarde le même propos à partir d'un autre point de vue, fut-il antagoniste, mais j'ai une autre expérience de vie. Tout à fait. En vrai. Encore une fois, c'est une histoire de croyance. Mes croyances déterminent mes expériences. Un 6 ou un 9. Hein, complètement. Quand je vois un 6, j'ai une expérience. J'ai raison. Quand je vois un 9, et j'ai raison. J'ai raison de voir un 6. Toujours. Et j'ai raison de voir un 9. Et j'ai tort de voir un 6. Et j'ai aussi tort de voir un 6. Puisque forcément, si je vois un 6, si tu mets un 6 comme celui qui est en face, il me dit, mais non, c'est un 9. Et effectivement, j'ai tort. De son point de vue, j'ai tort. De son point de vue, tu as tort. Mais l'expérience de vie du 6 n'est pas l'expérience de vie du 9. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon expérience de vie. C'est pas d'avoir tort, avoir raison. Tu sais, je n'en vis pas du tout. Tu sais, ces gens un peu dans la zététique, tu sais, ces zététiciens qui se couchent le soir avec la certitude. La certitude, tu sais, la joie, la fierté. D'avoir raison. D'avoir découvert la vérité et d'avoir donné au monde la vérité. Mais garde-la pour toi, connard. Mais est-ce que la vérité avec un grand L-A existe? Ben, si elle existe, elle est la somme de tous les points de vue, y compris les points de vue antagonistes. Donc, ça veut dire, en tout cas, ma vérité existe. Ouais. La vérité, il faudrait donc inclure toutes les... La vérité, c'est que 6 est égal à 9. Voilà. Bon, on va faire des nœuds dans le cerveau. C'est mon métier, je suis neuroscientifique. Et 9 est égal à 6, c'est même égal à 0. Ouais. Bon. Vous avez compris pourquoi je vous disais que votre expérience de vie va changer à partir de maintenant. Donc, bienvenue dans The Glad One Podcast. Si vous rejoignez seulement maintenant l'épisode, pas l'épisode, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes avec nous depuis un moment, mais si vous rejoignez l'aventure The Glad One Podcast, elle ne s'arrête pas là. Elle va se poursuivre de la meilleure des façons. Bon, on a beaucoup parlé. Oui. On va quand même faire un résumé. Oui. De quoi on doit se rappeler? Quelle est la quintessence de tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Alors, la quintessence de ça, 3 choses. Si tu ressens le syndrome de l'imposteur, de 1, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de... Parce que tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir. Réjouis-toi aussi parce que tu es en train de toucher à ta zone d'excellence. D'accord? Et réjouis-toi parce que tu as aussi une excellente opportunité de t'émanciper de l'esclavage mental. Tu es en train de toucher une opportunité d'avoir une version de toi 3.0, une version plus large, une version certainement plus belle, une version plus libre, et en fait, tu es en train d'accéder à une version encore plus champions
we are the champions de toi. Ouais. Vraiment. Donc, si quelqu'un te parle de... complètement sa personnalité de champion à tous les niveaux. D'élargir encore. Tu deviens un plus grand champion. Prendre la place. En vrai. Vraiment, tu prends encore plus de place et tu habites qui tu es. Et, encore une fois, ben, tu es en train de devenir heureux. Mais en quoi on aurait tous intérêt à être heureux et à accepter ce syndrome de l'imposteur? Parce que le syndrome de l'imposteur, finalement, l'accepter, c'est être heureux. Mais en quoi on aurait intérêt tous à accepter ce syndrome de l'imposteur? Ben, je sais pas, être heureux. Parce que, comme je t'ai dit, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Et vous aimez bien? C'est bien d'être heureux. Je sais pas, j'aime bien. Quel est l'intérêt d'être heureux? J'en sais pas. Non, mais j'aime bien. Ma question, c'était pas quel était l'intérêt d'être heureux, mais finalement, accepter le syndrome de l'imposteur, c'est être heureux. Finalement, c'est ce que tu me disais. Donc, l'intérêt, justement, d'accueillir ce syndrome de l'imposteur, tout l'intérêt de modifier la charge émotionnelle que l'on met dessus, parce que généralement, c'est perçu comme étant péjoratif. Bah, tout l'intérêt qu'on a, bah, c'est de s'émanciper, donc d'être heureux. Et si les 70% dont je parlais, qui a été identifié en 1978, possiblement, il y en a peut-être encore plus, envie de dire aujourd'hui, si l'humanité entière, si 100% de l'humanité acceptait son syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça changerait? 100% de gens heureux, je sais pas ce que ça fait. Très honnêtement, je sais pas. C'est difficile, mais ça doit être sympa. Je trouve que ça doit être sympa. Ça doit être sympa. On va tenter ça. On va avoir ça pour mission, hein. D'ailleurs, je pense que c'est un peu notre bâton de pèlerin depuis quelques années, d'être thérapeute. En tout cas que ceux qui le souhaitent puissent justement vivre ce bonheur d'être. Voilà, le bonheur d'être. J'adore. Le bonheur d'être soi, ce qui est un pléonasme. Allez, le bonheur d'être soi, c'est un pléonasme, c'est vrai. Hein. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Être soi, c'est le bonheur. Si tu es toi-même, c'est-à-dire que tu t'es accepté dans ton entièreté. Je sais que je répète, mais c'est important de répéter parce que on est en train de remettre l'église au milieu du village. Là où était sa place, la mosquée, voilà, la mosquée au milieu de la ville. Il y en a beaucoup d'ailleurs, de magnifiques mosquées. Hein. Ouais, je répète, si vous ne connaissez pas Dubaï, il faut venir à Dubaï en 2024. Pensez bien que je n'ai pas d'action à Dubaï. J'aurais voulu, voulu avoir cette conversation avec le cher, mais. Alors, il faut venir seulement si vous avez l'esprit large. Si vous avez l'esprit étroit, ne venez surtout pas. J'ai pas envie. Tu sais, je me suis pas expatrié. Et je le dis très clairement. Je me suis pas expatrié à Dubaï pour croiser Madame Michu et Monsieur Glandu dans les couloirs du Dubaï Mall. Restez chez vous, les gens. Restez chez vous. Pas une fois mocher. Bon, alors, changez de personnalité pour ceux qui... si vous avez l'esprit ouvert, venez. Si vous n'avez pas fait chier. Bon, en ce début d'année, il est temps de faire un tout petit bilan sur ce qui s'est passé. Ça fait 6 mois que The Glad One Podcast existe. Bravo. Ça fait 6 mois que nous avons un référent qui dira le contraire. C'est clair. Une excellente référence. Il s'agit de Monsieur Roméo Cournal qui nous donne le plaisir de partager ses idées, sa vision du monde, et ça nous fait un grand plaisir. À moi, mais je vois les chiffres, les gens. Je sais que ça vous fait plaisir, puisque à chaque fois qu'il est présent dans le podcast, les chiffres explosent. Donc c'est pour ça que vraiment j'avais envie de l'avoir. Donc en cette nouvelle année, eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'il faut épouser notre côté illégitime, notre humanité. Voilà, notre humanité. Et sentez-vous finalement illégitime en toute sécurité et en toute innocence. Voilà, j'espère que ce moment en notre compagnie vous a plu. Mais je vais terminer. Ah, termine. Oui, parce que tu as vu l'heure. Hein. Oui, j'ai vu l'heure, je sais. Parce que nous, le feu d'artifice. Hein. Oui, mais avant le feu d'artifice, je tiens à déjà te féliciter parce que je sais pas si tu as vu ces statistiques qui disent qu'il y a que 1% des podcasts qui dépasse les 20 épisodes. Et là, tu as dépassé les 20 épisodes. Donc, bravo pour ça. Je suis très heureux d'y avoir contribué. Largement contribué. Et je serai encore là pour y contribuer en 2024 et dans les 70 prochaines années. On ne lui laisse pas le choix, les gens, j'ai envie de dire. Maintenant, il a compris que je débarque à Dubaï. Donc, tu peux aller à Tokyo. Je vais débarquer à Tokyo. Tu peux aller où tu veux en South Africa. D'accord. I will be there. Je vais à Saoudi le mois prochain, tu viens?
I'll be there. Saoudi, okay. It's not a problem. Ça peut être sympa. Un épisode de Saudi? Un épisode, ouais, à Loulal, ça peut être sympa. Ah bah écoutez, vous venez ou pas? Vous serez au rendez-vous ou pas? Moi, je serai là. Bon, nous, on sera là. Alors, vous l'avez compris. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'ai passé un excellent moment à découvrir la vision des neurosciences sur le syndrome de l'imposteur. Je sais que tu viens de changer d'expérience de vie et j'en suis ravie pour toi. Justement, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter si tu veux faire partie de mes teammates. Il s'agit de simplement m'écrire un email ou sur mes réseaux sociaux. C'est tout simple, Vanessa Gladon. Et pour mon email, c'est contact@vanessagladon.com. Voilà, même lui, il le sait. Si lui, il le sait, c'est que vous le savez. Parce que la vie, c'est un sport incroyable. Et on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublie pas de partager cet épisode à qui il pourrait plaire. On vous a dit 70% des gens, ça c'est factuel, 70% des gens ont au moins ressenti une fois le syndrome de l'imposteur. Il ne s'agit pas que des sportifs de haut niveau. Donc, si tu sais que cet épisode peut convenir à d'autres personnes, c'est leur cadeau de début d'année. Fais-leur un cadeau de début d'année. Partage ce podcast avec eux. The Glad One Podcast revient très vite. Ici, toujours pareil, sur ta plateforme préférée. On se revoit très vite. Et comme dit une copine, another Glad One, another podcast. Allez, fais de gros bisous. À bientôt.